Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2017 et nous allons parler rénovation, mais on va parler rénovation patrimoniale. On va parler de la rénovation des immeubles du patrimoine, mais aussi des immeubles qui font le charme de nos villes. Avec moi, Marie-Amélie Tech, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, votre agence s'appelle GFTK Architecte. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur quel projet, sur quel type de projet vous travaillez? Alors je suis effectivement architecte du patrimoine, donc j'interviens de préférence sur le patrimoine qui est protégé monument historique, mais j'interviens aussi sur tout le bâti existant, dans la rénovation, la transformation, la réutilisation, en conscience, donc avec une conscience historique, patrimoniale, des matériaux et de l'histoire du bâti. En face de vous, Angélique Sage, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission chez Effinergie. Effinergie, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, le collectif Effinergie est une association qui a été créée il y a maintenant 11 ans, en 2006, à l'initiative de plusieurs acteurs, dont, alors, je peux citer les collectivités territoriales, des industriels, mais également des experts, des banques, et j'en oublie certainement. Et l'objectif de l'association est d'avoir un niveau énergétique plus ambitieux. Donc d'aider les acteurs à aller vers ce niveau énergétique plus ambitieux, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, le sujet d'aujourd'hui. Voilà, et rénovation du patrimoine. Et notamment la rénovation du patrimoine, parce qu'on n'a pas envie de l'oublier, surtout pas. Donc on travaille effectivement sur ce sujet. Alors vous avez un groupe de travail, mais avant d'y venir, je voudrais simplement vous demander est-ce qu'il y a une définition? C'est quoi un immeuble du patrimoine? Alors, un immeuble du patrimoine, c'est déjà un immeuble bâti qui a des qualités patrimoniales. Alors, c'est ça justement qu'on a parfois du mal à évaluer. Les valeurs qui font qu'un objet patrimonial, c'est l'ancienneté, la rareté, l'authenticité des décors, l'originalité des décors, le fait qu'il ait été construit par un architecte de talent, de renom, par un maître d'ouvrage aussi de talent ou de renom. L'ensemble de notre patrimoine bâti n'est pas protégé monument historique, donc il y en a certains qui sont protégés, différents degrés. C'est une reconnaissance de l'État. Du ministère de la Culture. Donc on a du caractère historique des bâtiments. Voilà, donc on a des bâtiments inscrits, des bâtiments classés, des bâtiments labellisés avec un label du patrimoine XXe siècle. Donc ça, c'est les bâtiments les plus récents. Et puis, il y a tout le petit patrimoine qui n'est pas forcément protégé, repéré, mais qui fait partie pour autant de la qualité de nos villes et de notre territoire. Et c'est un patrimoine vernaculaire qui a été fait de manière empirique. Lui est moins protégé, on va dire, et qui subit parfois des attaques, on va dire. Voilà, il est vulnérable. Il est vulnérable. Il est très vulnérable. Et c'est celui-ci aussi qui ne doit pas nous échapper dans le cadre de la rénovation patrimoniale, parce que ceux qui sont protégés monuments historiques ont des garants, ont des architectes du patrimoine pour s'occuper d'eux, des architectes des bâtiments de France, des conservateurs des monuments historiques. En revanche, tout le patrimoine qui n'est pas protégé échappe au code du patrimoine et donc à cette vigilance. Alors, ce patrimoine, y a des gens qui vivent dedans, il y a des fois des coquilles vides, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent dedans et il faut qu'il y ait du confort, il n'y a pas de raison que le confort ne soit pas, en tout cas peut-être pas identique, mais agréable. Ça doit être aussi des bâtiments agréables à vivre. Donc il faut les rénover. Oui, tout à fait. Il faut le rénover pour qu'il soit effectivement confortable pour les gens qui vivent dedans, qu'il soit vivable tout simplement, mais aussi pour le préserver, pour avoir une préservation de notre patrimoine finalement. Donc la rénovation, elle doit être finalement sur ces bâtiments et énergétiques et patrimoniales. Il faut qu'on arrive à associer les deux pour que ça se passe bien pour les bâtiments. Alors, à Effinergie, vous vous intéressez à cette problématique. Vous avez créé un groupe de travail. Alors, vous travaillez sur quoi? Ce groupe de travail travaille sur quoi? Alors, à Effinergie, déjà, on travaillait d'ores et déjà sur la rénovation. Et la rénovation, c'est quelque chose que vous connaissez, voilà. Ça n'arrive pas... Ça n'arrive pas comme ça d'un coup. Donc on travaillait déjà sur la rénovation, on a déjà un label depuis maintenant quelques années. On a aussi un observatoire BBC qui nous permet d'avoir un retour d'expérience sur ces projets. Et on se rend compte que dans ces projets, dans l'observatoire, on retrouve des bâtiments qui ont une qualité patrimoniale. Donc on s'est d'autant plus intéressé à ces bâtiments-là, à savoir ce qu'on peut faire en fait avec, jusqu'où on peut aller, ce qu'on ne peut pas faire, parce que l'idée est de réussir à les rénover de façon pérenne, qu'ils soient confortables, qu'on préserve le patrimoine, mais qu'on ne crée pas de pathologie non plus. Voilà, et on doit aussi réduire leur facture énergétique.
Leur impact CO2 et réduire la l'impact facture. CO2, oui, tout à fait. Alors, il y a cette notion-là de réduction de la facture énergétique qui intervient aussi. Il y a notamment quand même au départ la notion de confort de l'occupant qui va intervenir puisque c'est l'usager qui va ensuite vivre dans ce bâtiment. Donc il faut que ce bâtiment, on le rende également confortable. Donc le groupe de travail vient d'un groupe de réflexion initialement, qu'on a repris en groupe de travail en 2017 et qui actuellement cherche à élargir son spectre. Alors on a commencé avec les experts avec lesquels on travaille d'habitude, avec les membres de l'association. Et aujourd'hui, on l'étend notamment à des architectes des bâtiments de France, architectes du patrimoine. On cherche à avoir des contacts plus multiples pour travailler en amont sur des projets de rénovation du patrimoine. Quelles sont les contraintes sur un bâtiment du patrimoine en termes de rénovation énergétique, par exemple? Il y a eu une polémique l'année dernière sur l'isolation thermique par l'extérieur. Est-ce qu'il y a des contraintes? Alors, bon, cette polémique est réglée, on ne va pas revenir dessus, hein, mais quelles sont les contraintes? Ça veut dire qu'on ne peut pas, mais je vais peut-être vous poser la question à vous deux, on va commencer par vous. C'est quoi? C'est une façade magnifique que je ne peux pas toucher, donc je ne peux pas isoler par l'extérieur. C'est des peintures à l'intérieur, donc je ne peux pas faire de doublage. J'ai des boiseries, j'ai des choses comme ça. J'ai peut-être même des fenêtres en simple vitrage que je n'ai pas le droit d'enlever. Alors tout dépend effectivement du bâti en question et de sa valeur patrimoniale et des éléments qui participent de sa valeur patrimoniale. Si un bâtiment est protégé pour la qualité de ses modénatures, de son décor extérieur, de ses éléments de toiture ouvragée, évidemment que l'ITE ne sera peut-être pas une solution. En revanche, on peut se dire, bon, alors l'ITE on ne peut pas, mais en revanche les menuiseries ne présentent pas un caractère d'exception pour l'histoire de l'art. Donc on va mettre le paquet sur la menuiserie ou sur d'autres éléments, sur des isolations ponctuelles, des sous-faces de plancher, etc. Donc en fait c'est un dialogue. Je pense qu'il n'y a pas de solution préétablie, ça dépend du patrimoine, ça dépend de la qualité des matériaux aussi. Évidemment qu'on ne va pas isoler de la même façon une façade en plâtre et en pan de bois qu'une façade en pierre, une façade même en béton. Donc d'où je trouve très pertinent ce dialogue en amont entre architectes du patrimoine, architectes des bâtiments de France et techniciens pour élaborer des solutions au cas par cas et faire progresser les solutions techniques. De votre côté, qu'est-ce que vous recensez comme chose à ne pas toucher, on va dire, est-ce que vous apportez, est-ce que vous réfléchissez à la technique, en fait, aux techniques qui sont utilisées? Alors on réfléchit même davantage à la technique. En premier abord, nous on est davantage sur les aspects techniques, thermiques du bâtiment, l'énergétique de celui-ci. Mais on se rend bien compte qu'effectivement il ne faut pas rentrer en contradiction avec la valeur patrimoniale du bien. On a dans la rénovation tout un panel de solutions possibles. Il est clair que chaque rénovation est un projet particulier. Ce sera d'autant plus vrai quand on a le cadre d'un bâtiment avec une valeur patrimoniale. Et là, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. On ne pourra pas forcément atteindre des niveaux d'exigence qu'on atteindrait sur un autre bâtiment. Il va falloir faire des choix. Effectivement, il y aura des choix à faire pour atteindre quand même un niveau d'exigence acceptable, souhaitable, suivant l'objectif qu'on s'est fixé. Mais on ne pourra pas tout faire. Et il y a notamment les problématiques liées à l'humidité dans les parois qui vont nous alerter, puisque l'idée est de surtout pas créer de pathologie ensuite. Voilà, il y a un gros risque de création de pathologie lorsqu'on vient étancher un bâtiment ancien. Par exemple, oui. Donc il faut faire attention aux techniques qu'on utilise, aux matériaux qu'on utilise, et puis ce qu'on a au départ. Quel bâtiment on présente de quel bâtiment est-ce qu'on est, ses caractéristiques propres et du coup ce qu'on peut faire, ce qui est adéquat. Ça veut dire en amont une analyse du bâtiment, un dialogue avec éventuellement les architectes du patrimoine et des bâtiments de France quand le bâtiment est concerné, mais pas que peut-être. Mais peut-être pas que justement, puisque effectivement il y a un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas dans des sites classés, dans des zones protégées, dans des espaces, etc. Mais qui ont cette valeur patrimoniale qu'il faut préserver. D'où l'intérêt aussi d'avoir ce dialogue en amont, finalement pour chaque projet ayant en tout cas cette valeur patrimoniale pour réussir à rendre adéquates les solutions techniques que l'on va mettre en œuvre. Sur ces aspects techniques, est-ce qu'on a l'habitude de dire que pour réussir une rénovation thermique, il faut d'abord traiter l'enveloppe du bâtiment? Est-ce que là, il ne faut pas mieux partir sur des équipements, on va dire techniques, type chaudière ou autre, travailler davantage sur ces équipements techniques-là, de production de chaleur ou autre, qui soient vraiment plus vertueux finalement, parce que l'enveloppe va être un peu moins efficace?
Alors on va quand même partir toujours sur les mêmes notions et de sobriété de l'enveloppe puis d'efficacité des équipements. Donc on va quand même dans un premier temps regarder ce qu'on peut faire sur l'enveloppe, mais il est vrai qu'on ne pourra pas forcément atteindre les mêmes objectifs que sur un autre bâtiment comme on le disait tout à l'heure. Et peut-être qu'on arrivera à faire plus de choses sur les équipements. Ça va dépendre des projets. C'est pas parce qu'on est dans un bâtiment qui a une valeur patrimoniale qu'on pourra rien faire sur l'enveloppe. Il y a des solutions quand même. Ça va à chaque fois dépendre du projet qu'on a face à nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ce dialogue en amont. Sur le patrimoine en question, souvent nous on est sollicité pour une réutilisation, pour faire évoluer le programme d'un édifice. Et souvent la définition des enjeux par le maître d'ouvrage, c'est restauration de tel édifice et restauration, rénovation des installations techniques. On se rend compte souvent que les deux sujets vont de pair. Parce que, voilà, on ne peut pas dissocier la restauration d'une enveloppe des installations techniques et des équipements de confort. Voilà. Est-ce que vous constatez beaucoup de changements de destination des bâtiments? Il y a des bâtiments patrimoniaux qui sont vides, qui ne sont pas utilisés, où on va profiter, on va arrêter une activité, on va les rénover, et peut-être on va changer la destination du bâtiment. Est-ce qu'on profite de ce moment-là pour rénover? Et est-ce que vous constatez beaucoup en fait, de nouvelles utilisations de bâtiments patrimoniaux? Alors, la coquille vide, de toute façon, c'est la mort du bâti. Restaurer une enveloppe, même si elle est extraordinaire, si elle est magnifique, si elle fait date dans l'histoire de l'architecture, ça n'a pas de sens. Si on ne met pas des gens dedans et qu'on leur assure pas un minimum de confort, que ce soit thermique, d'habitabilité, de praticité, d'accessibilité, sécurité. Donc, quand on intervient, c'est la question, en fait, qui est toujours sous-jacente à la restauration, c'est pour qui, pourquoi faire, pour quel programme. Donc on intervient toujours ou en réutilisation quand on a une coquille vide, ou alors pour améliorer les conditions de confort, d'accessibilité et de sécurité pour que le bâtiment vive toujours. Parce que parfois on arrive, en fait un maître d'ouvrage ne sait plus quoi faire. Il dit là, moi, la commission de sécurité, ça passe pas, on n'est plus ERP, et donc ça va de pair. Ça va de pair, hein, parce qu'on parle d'efficacité thermique, hein, mais il y a un autre sujet quand on rénove le patrimoine, c'est l'accessibilité. Alors, on va prendre un exemple. C'est une maison de retraite, c'est ça, que vous êtes en train de rénover, qui est dans un lieu, je vais vous laisser nous décrire, avec deux ouvrages, donc un ouvrage d'habitation et un autre ouvrage dont on va quand même parler, même si ce n'est pas de l'habitation, mais il y a eu un travail assez important de fait sur les bétons, et donc c'est pas mal d'en parler. Voilà, alors c'est un lieu hautement patrimonial qui est complètement inscrit monument historique. Un élément du parc est en train d'être même classé monument historique. Donc on a une grande protection. Il s'agit de la maison Ferrari à Clamart qui a été construite par la duchesse de Galliera à la fin du XIXe siècle c'était un hospice, donc pour accueillir des vieillards nécessiteux. Elle a gardé sa vocation de maison de retraite. C'est aujourd'hui un EHPAD. Et on sait qu'un EHPAD monument historique, on est sur des contraintes d'accessibilité, sécurité, confort qui sont les plus fortes contraintes, des contraintes hors normes. L'enveloppe est protégée monument historique, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Et dans cette maison, dès l'origine, il y avait un édifice, un lieu de culte, qui est une chapelle, qu'il faut restaurer aujourd'hui, et cette chapelle est utilisée de manière quasi journalière par les résidents. Donc là, nous, on intervient alors, pour que la chapelle soit de nouveau magnifique, puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune restauration depuis 1888. On va restaurer les peintures, etc. Mais on est obligé de se poser la question de l'accessibilité de cet élément capital pour le programme de la maison. Voilà. Donc il y a à la fois la maison, la chapelle et le château d'eau. Alors le château d'eau, c'est un ouvrage extraordinaire puisqu'il a été construit, il est en béton armé, on appelait ça à l'époque du ciment armé, en 1892 par Joseph Monnier, inventeur du béton armé, qui signe là sa dernière réalisation. Il dépose un dernier brevet pour le ciment armé en 1891. Le château d'eau est construit en 1892. Il est quasi intact, il n'a jamais été touché. C'est 300 mètres cubes d'eau, 10 mètres de hauteur. Une cuve parfaitement étanche et qu'on doit restaurer aussi. Et là, pour le coup, ça, c'est une coquille vide.
On n'a pas de question d'accessibilité, mais il faut s'occuper de la coquille vide puisque c'est un bâtiment qui était utilitaire, qui servait à... Il ne sert plus aujourd'hui, il n'est plus utilisé. Non, il n'est plus utilisé. L'eau contenue dans le réservoir servait à alimenter une buanderie qui servait à traiter le linge de la maison Ferrari, le linge des résidents. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'eau du château d'eau, donc se pose la question de restaurer une coquille vide juste parce qu'elle est patrimoniale et qu'elle est dans une authenticité surprenante et qu'il est capital de restaurer cet ouvrage d'un point de vue technique. Voilà. Donc avec tout un travail de recherche sur les bétons. Sur les bétons, sur le ciment naturel, dont on fête cette année le bicentenaire de la découverte par Louis Vicat. Donc ça, c'est vraiment de la restauration pure. C'est de la restauration pure. Restaure un objet. On va retourner dans notre maison de retraite. Quels étaient en termes de confort et de thermique et de rénovation thermique et d'accessibilité, quelle était la demande de votre ouvrage et comment avez-vous pu intervenir? Comment intervenez-vous aujourd'hui sur ce bâtiment pour le rendre confortable, pour le rendre moins consommateur d'énergie? Alors sur la chapelle à proprement parler, on est sur un taux de complexité record puisque l'enveloppe extérieure est protégée et les parois intérieures sont protégées au titre des monuments historiques aussi. On est sur des décors peints qui ont une grande valeur patrimoniale. Donc en fait, on est très contraint sur l'enveloppe. On peut intervenir par des touches ponctuelles sur des éléments de confort, mais c'est vrai que là, sur cet élément, typiquement, on ne touche pas. On touche quasiment pas. On va apporter un petit peu d'amélioration sur l'accessibilité, sur des choses antidérapantes, sur des traitements de surface, mais sur tout le reste, on est extrêmement contraint. Par contre, sur l'ensemble de la maison, alors ça c'était il y a une dizaine d'années, une équipe d'architectes, de maîtrise d'œuvre est intervenue pour le coup, pour la qualité de vie des résidents. On avait un peu plus les coups des franches. On peut pas toujours se dire. Approchez un petit peu votre micro. On peut pas toujours sanctuariser les sites. Donc sur les chambres de la maison, etc. On a dit bon ben là il faut. Ça veut dire que là on a changé les fenêtres, on a mis du double vitrage. Est-ce qu'on a isolé l'intérieur ou pas? Non, on n'a pas l'intérieur n'est pas isolé parce qu'on est sur des maçonneries anciennes et qu'il n'est pas toujours judicieux de procéder à une isolation par l'intérieur et par l'extérieur parce que voilà, la valeur patrimoniale tient à la polychromie des façades. Donc ça s'est surtout passé par des menuiseries remplacées, des ouvrages de confort comme ça, et des installations techniques efficaces, parce qu'en 1888, on n'était pas très très bien chauffé. D'accord. Donc voilà, on voit toute la complexité qu'il y a à rénover un patrimoine classé et à lui apporter davantage de confort à ses résidents de la maison de retraite. Un exemple comme celui-ci, je ne sais pas si vous travaillez sur ce type d'exemple, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Alors nous, on a quelques exemples. Effectivement, on a un site qui établit le retour d'expérience en fait des Finergie qui s'appelle l'Observatoire BBC, sur lequel on a créé un onglet patrimoine, où là on commence à recenser l'ensemble des projets qui ont une valeur patrimoniale dans les projets de rénovation que l'on a. Donc on a pratiquement 20% de nos projets de rénovation qui sont sur l'Observatoire qui ont une valeur patrimoniale, parce qu'il y a des matériaux anciens qui sont utilisés, parce qu'ils sont dans tel secteur, parce qu'on voit bien qu'au niveau de la façade, il y a un aspect patrimonial qui est à préserver. Donc on commence à avoir ce retour d'expérience qui nous sert d'ailleurs à alimenter le groupe de travail notamment, et sur lequel on voit une grande diversité en fait de réalisations techniques, de matériaux choisis. Oui, parce que selon qu'on sera à Grenoble, on aura peut-être de la terre, on aura du mâche-fer dans les Pays de la Loire, on aura de la brique dans le Nord, ce sera très différent en termes d'enveloppe. Par exemple, et c'est pour ça aussi que le groupe de travail s'attache à définir une sorte de cahier des charges au départ national, mais qui peut avoir ensuite des déclinaisons au niveau des régions pour garder les valeurs patrimoniales au niveau des territoires, parce que c'est aussi important pour nos membres qu'il y ait cette déclinaison, et on se rend bien compte que dans le patrimoine français, il y a déjà une grande diversité qu'il faudra retraduire. Ouais. D'accord. Parmi tous ces exemples, il y en a un qui vous a marqué dans les exemples que vous avez eu à avoir à Finergie? Alors, on en a des extrêmes. Pour le moment, ceux qu'on recense sont ceux qui ont un label, donc un label BBC Finergie Rénovation ou Finergie Rénovation. Donc, ils ont atteint quand même un niveau d'exigence thermique qui est assez élevé.
On a des ruines, parce que c'est ça, hein, une maison individuelle qui part de ruines, qui a été rénovée. Donc voilà, c'est celle-là effectivement, qui a été rénovée, mais sur laquelle ils ont gardé la valeur patrimoniale, en tout cas au niveau du parement extérieur, des murs extérieurs. Et puis on en a d'autres. Alors j'avais fait une petite compilation, effectivement, où on retrouve un bâtiment de bureau. Alors là, ce sont des logements collectifs. On voit le avant-après, où on a essayé de garder des éléments du patrimoine, mais voilà, la rénovation est à un niveau d'exigence que l'on voit. On voit les consommations avant-après aussi. Là, par exemple, sur le projet qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on a traité? On a traité l'intérieur, c'est quoi? On a isolé, on a changé les fenêtres, on a... Alors là, si vous l'avez pas en tête. Là, il faudra aller voir sur l'observatoire. l'observatoire. Aller voir sur le site. Donc on va voir sur le site de l'Observatoire Efinergie. On continue dans les exemples. Il y a donc ça, ce sont encore des logements. Donc là, on a aussi des aspects patrimoniaux qui ont été conservés. On a également une usine. Donc là, c'est un aspect visuel complètement différent, mais ça fait aussi partie des bâtiments où l'architecture doit être préservée et où on arrive quand même à faire des rénovations qui sont extrêmement performantes. Donc on voulait montrer par ces exemples que le mariage du patrimoine avec la rénovation énergétique, c'est pas du tout voué à l'échec. Il y a des choses qui sont très bien, qui se font et qui sont très performantes. Donc il n'y a pas de raison. On va avancer dans ce sens-là. Vous allez avancer dans ce sens-là. Bravo, merci. Merci d'être venu nous voir. Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion par rapport à cet aspect patrimoine et par rapport à ce que vous venez de voir en fait, hein, les bâtiments, ils sont labellisés, les bâtiments là qu'on a vus? Oui, tout à fait. Voilà, par rapport à des bâtiments qui finalement obtiennent un label. Alors je crois que la réflexion très en amont sur l'énergie est vraiment cruciale dans la restauration du patrimoine. Le renouvellement de notre patrimoine bâti, notre qualité de vie tient à ce partenariat qu'il faut absolument qu'on mette en place ensemble, acteurs de la maîtrise d'œuvre. Donc ça me paraît tout à fait pertinent d'avoir un observatoire. Et même si effectivement, dans la qualité des matériaux, la typologie architecturale, on a une déclinaison régionale sur l'ensemble du territoire, la méthodologie, il me semble, l'approche peut être extrapolée à l'ensemble du territoire. Et voilà, ça, très riche. Voilà, très riche. Donc il y a de l'espoir pour rénover ces bâtiments et leur garder leur valeur patrimoniale. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Bâti-Journal TV. Donc une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Au revoir.